Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce vendredi 14 juin. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune participe à Bari en Italie aux travaux du sommet du G7 après avoir rencontré de grands dirigeants du monde et pris part à une photo de famille. Quatre nouveaux massacres commis par l'entité sioniste dans la bande de Gaza viennent alourdir le bilan des victimes depuis le 7 octobre à 37 266 martyrs et 85 102 blessés. Conflit au Soudan, le Conseil de sécurité exige la fin du siège d'El-Fasher par les forces de soutien rapide et la fin des combats autour de cette grande ville du Darfour. Et puis vers une reconduction ce vendredi du président sud-africain Cyril Ramaphosa à la tête de l'État grâce à l'alliance de son parti, l'ANC, avec une partie de l'opposition. Bonsoir à tous. Les travaux du sommet du G7 pour cette journée ont pris fin cet après-midi à Paris, en Italie, avec la participation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le sommet du G7 qui regroupe les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Japon, l'Allemagne, l'Italie et le Canada, et dont les pays et les dirigeants ont examiné plusieurs thèmes à l'ordre du jour, dont le développement en Afrique, la sécurité économique, l'intelligence artificielle et le changement climatique. La participation d'Abdelmadjid Tebboune à ce sommet a été marquée par une activité intense et il devait prononcer un discours devant les dirigeants participants à ce sommet dans lequel il doit aborder nombre de questions intéressant le continent africain et la région de la Méditerranée. Et à l'issue de cette deuxième journée du sommet du G7, les travaux ont été couronnés par une photo de famille élargie et à laquelle a pris part le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et avant de prendre part à ce sommet, le président algérien a rencontré de grands dirigeants du monde après avoir été accueilli à son arrivée au complexe touristique Borgo Ignacia et abritant le sommet par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. En marge de sa participation aux travaux du sommet du G7, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également rencontré ce vendredi le président mauritanien Mohamed Ould El Cheikh El Ghazouani. Auparavant, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu ce matin au siège de sa résidence à Bari en Italie son homologue kényan William Ruto. Pour rappel, le président algérien est arrivé hier après-midi à Bari en Italie pour participer au sommet du G7 à l'invitation de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.
L'actualité de ce vendredi marquée également par la tenue de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Les représentants des nations sont revenus sur les dépassements exercés par certains pays sur d'autres, en particulier ceux en voie de développement, des pratiques considérées comme condamnables notamment par l'Algérie. My delegation aligns itself. Ma délégation s'associe à la déclaration faite par le groupe des 77 et la Chine, à la déclaration du mouvement des pays non alignés, à la déclaration du groupe africain et à la déclaration du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies. Les mesures économiques coercitives unilatérales ainsi que l'embargo commercial imposé à un certain nombre de pays en développement portent atteinte au principe de l'égalité souveraine des États et au principe consacré dans la Charte des Nations Unies. Et ces mesures coercitives limitent non seulement le flux des libre-échanges, mais affectent également le bien-être des populations. Ces mesures limitent non seulement le flux de libre-échange, mais affectent également les populations en les privant de l'accès à la nourriture, aux médicaments et à d'autres biens et services essentiels. Je profite de l'occasion pour réaffirmer que le dialogue, la diplomatie et la compréhension commune doivent être la priorité pour régler les différends de manière pacifique, conformément à la Charte des Nations Unies. Nous soulignons que cette question doit recevoir l'importance qu'elle mérite, puisque des millions de personnes souffrent des effets de ces restrictions. Je vous en parlais en titre, au moins 4 nouveaux massacres ont été commis durant les dernières 24 heures dans la bande de Gaza par les forces de l'occupation sioniste, faisant 34 martyrs et plus de 70 blessés depuis le 7 octobre. Et selon le dernier bilan du ministère palestinien de la Santé, l'agression génocidaire sioniste a fait 37 266 martyrs et 85 102 blessés. Et durant la nuit dernière, les forces de l'occupation sioniste ont bombardé plusieurs régions de la bande de Gaza, particulièrement la ville de Gaza et ses alentours, où une quinzaine de Palestiniens sont tombés en martyrs, dont des enfants et plusieurs autres ont été blessés à la suite de bombardements ayant ciblé plusieurs quartiers de la ville. D'autre part, des avions de combat de l'entité sioniste ont mené une frappe à l'entrée du camp de réfugiés d'Al-Boraïj et sur Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Et les victimes de ces massacres commis par l'entité sioniste n'ont quasiment plus d'endroit où se soigner. L'un des rares hôpitaux encore fonctionnels est celui d'El Ahli de la ville de Gaza, où des blessés palestiniens ont fait part de leur désarroi. Nous étions assis à la maison et nous mangions avant d'être surpris par l'effondrement de la maison, assez de guerre et de destruction. Alors que nous faisions la prière du soir, nous avons entendu le bruit d'une forte explosion. Des pierres nous ont été lancées et nous avons fui. Le bâtiment qui était visé n'était pas à 3 mètres de nous et nous avons fui 5 secondes avant que le second missile ne tombe, alors que l'électricité était coupée et que la maison était devenue poussiéreuse et que l'odeur de la poudre était omniprésente et que les enfants et les femmes hurlaient. Et ce vendredi, un enfant palestinien a succombé à la famine et à la déshydratation, portant à 40 le nombre de victimes de malnutrition dans la bande de Gaza. Ce nouveau décès a été rapporté à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa de Deir el-Balah, au centre de l'enclave assiégée. Et sans cesser le feu dans la bande de Gaza, nous aurons une génération perdue. C'est l'avertissement émis par le commissaire de l'UNRWA, Felipe Lazzarini, ajoutant dans un message sur son compte X que les enfants survivants à Gaza souffraient d'un traumatisme profond
et que la guerre leur avait volé leur enfance. Et justement, le rapport annuel du secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés couvrant l'année 2023, rendu public hier, a été accueilli favorablement par la majorité des États membres pour avoir inclus les forces armées de l'entité sioniste dans son annexe consacrée aux parties qui commettent des violations graves sur la personne d'enfants dans des situations de conflit armé. Ce rapport présenté lors d'un briefing du Conseil de sécurité révèle que 32 990 violations graves avaient été constatées contre 22 557 enfants au cours de l'année. Les situations dans le rapport de la CAC où une augmentation substantielle des violations graves ont été vérifiées incluent une augmentation de plus de 155% des violations par rapport aux années précédentes dans le conflit en Israël et dans le territoire palestinien occupé, notamment dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Et dans sa réaction, l'ONG Human Rights Watch s'est félicitée de l'inclusion de l'entité sioniste sur la liste de la honte des partis responsables de violation des droits de l'enfant, affirmant que la décision du secrétaire général de l'ONU était pleinement justifiée. Côté juridique, et 6 mois après la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre l'entité sioniste pour génocide dans la bande de Gaza, 12 pays ont annoncé leur intention de se joindre à cette plainte. Dernière en date, l'Espagne, qui a annoncé le 6 juin sa volonté de prendre part au procès. 5 pays ont déjà déposé une demande officielle et attendent que la Cour internationale de justice de La Haye aux Pays-Bas donne son accord. Et l'entité sioniste a aussi intensifié son agression contre le Liban, où une femme est tombée en martyr et plusieurs autres personnes ont été blessées lors d'une frappe aérienne sioniste hier soir sur le village de Janata, dans le gouvernorat de Sour, dans le sud du pays. Ces agressions ont fait au moins 450 martyrs libanais depuis le 7 octobre. Je vous en parlais en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé la fin du siège d'El-Fasher par des forces de soutien rapide au Soudan et à la fin des combats autour de cette grande ville du Darfour où sont piégés des centaines de milliers de civils. Le texte préparé par le Royaume-Uni a recueilli 14 voix pour et une abstention. Souhila Kilal. Avec 14 voix pour, 0 voix contre et une abstention, le Conseil de sécurité a adopté le projet de résolution porté par le Royaume-Uni. Une résolution qui appelle à l'arrêt immédiat des combats, au retrait de tous les combattants qui menacent la sûreté et la sécurité des civils à El-Fasher, mais également de permettre un accès humanitaire rapide et sans entrave. Le Conseil exige que les forces de soutien rapide mettent un terme au siège d'El-Fasher et que toutes les parties s'éloignent du bord du gouffre. Nous avons déposé cette résolution pour aider à garantir un cessez-le-feu localisé autour d'El-Fasher et créer des conditions plus larges pour soutenir la désescalade dans tout le pays. Nous avons tous la responsabilité de soutenir le peuple soudanais qui a enduré tant de morts, de destruction et de dévastation. Les deux parties doivent donc tenir compte des demandes de ce Conseil. Si la situation sur le terrain n'évolue pas favorablement, ce Conseil devra prendre d'autres mesures.
Seule capitale des 5 États du Darfour a échappé au contrôle des forces paramilitaires de soutien rapide. Al-Fasher avait été relativement épargné par les combats. De nombreux Soudanais s'y étaient réfugiés. Mais le 10 mai dernier, de violents combats y ont éclaté, faisant craindre des conflits intercommunautaires sanglants dans tout le Darfour. Des voix se sont élevées accusant certains pays d'alimenter le conflit en fournissant des armes. D'ailleurs, le Conseil de sécurité a appelé à l'arrêt de toute ingérence extérieure qui cherche à fomenter le conflit et l'instabilité. La ville d'El-Fasher est actuellement confrontée à des grands dangers sans précédent. La ville est soumise à un siège étouffant et violent. Cette situation menace de provoquer une catastrophe humanitaire majeure. Le soutien apporté par certains pays à ces villages contribue directement à la poursuite des violations et des destructions au Soudan. Une guerre fratricide oppose depuis avril 2023 l'armée soudanaise aux forces paramilitaires de soutien rapide, donnant lieu à de violents affrontements dans tout le pays, notamment dans la capitale Khartoum, ce qui a engendré la plus grande crise de déplacement au monde. À la direction de l'Afrique du Sud, qualifié de brillant par Nelson Mandela, le président sud-africain Cyril Ramaphosa devrait être reconduit ce vendredi à la tête de l'État grâce à l'alliance de son parti, l'ANC, avec une partie de l'opposition. Tinhinan Makassi. Les projecteurs sont une nouvelle fois tournés vers le Cap ce vendredi. Et pour cause, le Parlement sud-africain issu des élections générales du 29 mai dernier se réunit en ce jour. Et cette première session du tout jeune hémicycle est cruciale puisqu'elle devra choisir le prochain législateur suprême du pays conformément aux lois électorales sud-africaines. En Afrique du Sud, le président est choisi parmi les députés lors d'un vote à bulletin secret de l'Assemblée nationale. Le président devra par la suite choisir les ministres qui composeront son exécutif durant les 5 ans qui suivent l'élection. Rien de nouveau donc, sauf que pour la première fois depuis 30 ans, le Congrès national africain, plus connu sous l'acronyme l'ANC, bien que vainqueur du scrutin du 29 mai, perd sa majorité absolue et doit absolument former une coalition qui lui donnera le droit à la magistrature suprême du pays. Et selon des observateurs les plus chevronnés, l'actuel président Cyril Ramaphosa est bien parti pour un second mandat. Et pour cause, celui que Madiba qualifiait de l'un des leaders les plus doués de sa génération a réussi à négocier un accord avec l'opposition qui gravite plutôt au centre. Il s'agit donc de l'Alliance démocratique et du parti nationaliste Zulu Inkatha. Si cette coalition peut sembler hasardeuse ou pire encore comme une bouée de sauvetage pour l'ANC, d'aucuns diront que feu Nelson Mandela ne s'est pas trompé sur son poulain. En 1994, lors des élections historiques qui ont conduit Madiba au pouvoir, ce dernier avait choisi de former un gouvernement d'unité nationale, faisant le choix de la protection des acquis, à savoir la réconciliation raciale et des identités politiques des membres particulièrement opposés à celles de l'ANC. L'Afrique du Sud constitue aujourd'hui une démocratie spécifique et les positions des opposants comme Julius Malema le démontrent puisque ce dernier a déclaré que son parti n'était pas opposé à une large coalition et aurait voté pour le candidat de l'ANC à la présidence si la présidence ou vice-présidence de l'Assemblée lui avait été accordée. Mais il a dénoncé l'alliance avec l'Alliance démocratique et le FF, affirmant que cela représente l'impérialisme et la domination blanche. Cela étant dit, bien que la perte de la majorité sud-africaine avait pris dans une certaine presse des allures de rupture radicale des Sud-Africains avec l'ANC, il semble, cela dit, que dans la vie politique sud-africaine et comme l'exige l'exercice démocratique, les changements sont naturels. En effet, la jeune nation à arc-en-ciel, libérée de l'apartheid depuis 30 ans, a déjà mis en place ses constantes, notamment la lutte pour une Afrique unie et le soutien immuable aux peuples en voie de décolonisation comme le Sahara occidental ou encore la Palestine. Cela dit, les commentaires prétendant la chute de l'ANC ne sont pas sans rappeler les tentatives de division par campagne médiatique en Occident lors de la dernière conférence nationale de l'ANC qui, rappelons-le, annonçait de grands conflits entre les Zoulous, les Khoisan et autres groupes au sein même de l'ANC.
Voilà, c'est donc un sujet signé Tinel Makassi et Leila Ghertal. Retour en Italie où les dirigeants du G7 ont discuté de la Chine au deuxième jour d'un sommet qui se tient donc à Paris. Les responsables cherchent à protéger leurs industries tout en évitant une guerre commerciale avec Pékin. Mercredi, l'Union européenne avait annoncé son intention d'ajouter des droits de douane supplémentaires allant jusqu'à plus de 38% aux entreprises chinoises. Et les dirigeants du G7 ont accueilli à bras ouverts le président ukrainien Volodymyr Zelensky, annonçant un prêt de 50 milliards de dollars et un accord sur l'utilisation des actifs russes gelés pour aider Kiev à se défendre, prouvant, selon le président américain, que l'Occident ne reculait pas face à Vladimir Poutine. President Zelensky and I have just now signed that agreement between the United States and Ukraine. Le président Zelensky et moi venons de signer cet accord entre les États-Unis et l'Ukraine. Notre objectif est de renforcer les capacités crédibles de défense et de dissuasion de l'Ukraine à long terme. Les États-Unis vont contribuer à garantir que l'Ukraine puisse faire les deux, et non pas en envoyant des troupes américaines combattre en Ukraine, mais en fournissant des armes et des munitions, en élargissant le partage de renseignements et en continuant à former des courageuses troupes ukrainiennes dans des bases en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui est un jour véritablement historique. Nous avons signé l'accord le plus solide entre l'Ukraine et les États-Unis depuis notre indépendance. Et c'est quelque chose qui assurera non seulement la sécurité, mais aussi de nouveaux emplois de qualité pour les Ukrainiens et les Américains. La question de l'OTAN est abordée dans le texte de l'accord. Il affirme que l'Amérique soutient la future adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et reconnaît que notre accord de sécurité est un pont vers l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et un retrait total des troupes ukrainiennes, une reconnaissance de la souveraineté russe par Kiev sur 4 régions, la neutralité de l'Ukraine. C'est là une partie des conditions exigées par le président russe Vladimir Poutine avant tout cessez-le-feu avec Kiev, des exigences mal perçues par l'Occident dont les principaux dirigeants sont réunis au sommet du G7. Safouane Bessabri. Vladimir Poutine se dit prêt à un cessez-le-feu immédiat. C'est ce qu'il a déclaré devant les diplomates russes réunis pour l'occasion. Pour Vladimir Poutine, la paix ne pourra se faire sans le retrait des troupes ukrainiennes de 4 régions mentionnées par le maître du Kremlin. Dès que Kiev se déclarera prête à le faire, commencera le retrait effectif des troupes des régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijia, et qu'elle notifiera l'abandon de son projet d'adhésion à l'OTAN, nous donnerons immédiatement, à la minute même, l'ordre de cesser le feu et d'entamer des négociations. Par ailleurs, Vladimir Poutine a exigé par la même occasion la reconnaissance par Kiev de la souveraineté russe sur les régions citées, dont les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, dont Moscou a reconnu l'indépendance peu avant le début du conflit. Avant toute paix, Kiev devra aussi accepter les positions de principe de Moscou. Dans les grandes lignes, il s'agit de la mise en place d'un statut neutre pour l'Ukraine, du non-alignement de celle-ci et du non-nucléaire pour Kiev. Vladimir Poutine a rappelé que ces conditions précéderaient à une fin définitive du conflit et non à une trêve temporaire. Pour les États-Unis, le président russe n'est pas en position de fixer des conditions de négociation, et ce malgré la difficulté grandissante de l'armée ukrainienne sur le front. Côté occidental, les dirigeants du G7 sont réunis à Bari en Italie, l'occasion d'aborder la question du gel des avoirs russes au profit de l'Ukraine, un sujet épineux dont la légalité reste sujette à débat. Le président russe a fustigé la procédure occidentale, dénonçant un vol qui aurait des conséquences sur les fondements mêmes du système occidental. Et sur le terrain, la Russie a annoncé ce vendredi avoir abattu 87 drones ukrainiens au cours de la nuit dernière, des frappes visant pour la plupart la région de Rostov au sud, abritant le QG de l'opération russe en Ukraine.
Et puis le Hajj a débuté ce vendredi à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour plus d'1,5 million de musulmans. Les pèlerins ont commencé par accomplir le rite du Tawaf, qui consiste à tourner autour de la Kaaba, au cœur de la grande mosquée, avant de se diriger vers Mina, située à quelques kilomètres de la Mecque, où ils passeront la nuit dans des tentes. Demain, les Hajjis devront procéder à l'ascension du mont Arafat, étape phare du grand pèlerinage. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.